Sensemakers, le podcast exhausteur de sens, créé et proposé par l'ESC Clermont Business School. Salut tout le monde, c'est Maxime de l'ESC Clermont Business School. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. C'est le 2e épisode de notre podcast Sensemakers. Vous le savez peut-être pas encore, mais Sensemakers, c'est un programme qui a pour objectif de mettre en lumière celles et ceux qui, aujourd'hui, pensent le monde de demain. On peut toujours compter sur le talent de nos diplômés, donc pour cette première série d'épisodes, nous collaborons avec Baptiste Corvé-Biron, jeune papa, entrepreneur et aussi créateur du podcast Les Coulistes. Bonjour Baptiste. Bonjour à tous, bonjour Maxime. Alors Baptiste, tu es parti à la rencontre de qui cette fois-ci ? Cette fois-ci, je suis un peu sorti de ma zone de confort après avoir rencontré Jean-Marc Lermé, qui est plutôt dans un domaine que je connais bien au niveau du rugby. Et là, cette fois-ci, je suis allé rencontrer une UX expert. Est-ce que c'est un métier, toi, que tu connais ? Alors là, vraiment pas du tout Baptiste. Pour ça, je suis très content que tu sois là parce que tu vas pouvoir me permettre d'éclairer ma lanterne. Oui, c'est l'idée à travers cet enregistrement, justement de pouvoir découvrir le parcours atypique et pluridisciplinaire de Domitille Léonard, puisque cette véritable sensemaker, en tout cas, s'est formée à l'ergonomie. Et du coup, après avoir travaillé dans la vente et le marketing, elle replace l'humain au cœur des projets sur lesquels elle travaille. Si j'ai bien compris, on va tourner, en tout cas la thématique du podcast va tourner autour du retail et de ce qu'on appelle l'user experience, vraiment l'expérience utilisateur, on est d'accord ? Ouais, c'est exactement ça. On va parler d'expérience utilisateur avec Domitille. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous installer confortablement et de nous écouter jusqu'à la fin. Bonjour Domitille. Bonjour. Tout d'abord, merci de nous accorder cet échange. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler d'un thème en lien avec le retail, mais aussi qui est assez transverse, puisque c'est l'UX, une abréviation qui est couramment utilisée et que certains pensent connaître ou alors dans lesquels ils ont certains a priori. Donc aujourd'hui, tu vas pouvoir nous éclairer sur ces aspects-là. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Donc Domitille Léonard, j'ai 43 ans, j'ai 3 enfants et je travaille effectivement aujourd'hui en tant qu'ergonome et ou UX expert, donc User Experience Expert dans le groupe Michelin. Et du coup, quelles ont été tes expériences professionnelles pour en arriver jusque-là, Domitille ? Alors moi j'ai une première expérience professionnelle, déjà je suis de formation en école de commerce, j'ai fait HEC quand j'avais une vingtaine d'années, et puis j'ai fait plusieurs expériences professionnelles dans ma première partie de carrière, plutôt dans des industries, dans la vente, dans le contrôle de gestion, dans le marketing. Au fur et à mesure, j'ai pris des responsabilités au niveau de projets, responsabilités hiérarchiques. Et puis, vers 40 ans, je me suis dit que j'étais en train de louper quelque chose et qu'à force de s'intéresser qu'à la performance économique, je loupais en fait tout l'humain. Et donc, j'ai décidé de me former à l'ergonomie et à la suite de quoi je suis resté dans le groupe Michelin et j'ai pu obtenir un poste d'ergonome, de UX expert à ce moment-là. Et donc du coup, en plein milieu de ta carrière, t'as décidé de reprendre une formation, c'est ça, pour te former sur ce secteur-là ? Ouais, c'est ça. Donc c'est une formation de type master que j'ai fait à la Sorbonne pendant 1 an. J'ai demandé en fait un congé de formation à mon employeur pour la faire. Et donc, si on rentre dans le détail dans le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, quel regard portes-tu sur l'évolution de manière générale de la filière retail ces dernières années ? Alors, en lien avec mes sujets, je pense que la filière retail, elle a beaucoup travaillé sur l'expérience client, sur l'omnicanalité, des choses que je pense que les étudiants connaissent et en tout cas les personnes qui s'intéressent à ce sujet connaissent. Mais à mon sens, elle a peut-être pas encore assez vu le revers de la médaille de l'expérience client, c'est-à-dire ce que vivent les employés et les conditions de travail dans lesquelles ils exécutent en fait le service. Et si on veut vraiment réenchanter les points de vente, il faut aussi qu'on s'intéresse aux conditions sanitaires, et ça le Covid nous l'a bien montré, mais aussi aux horaires de travail, aux organisations, pour que les employés soient en mesure d'apporter le meilleur service. Il faut qu'eux-mêmes se sentent dans une situation de confort et soient pas épuisés par des mises en rayon, des horaires changeants et par des plannings qui sont impossibles à tenir. Et c'est vrai que cette filière, t'as commencé à en parler, mais elle n'a pas échappé aux évolutions du monde dans lequel on évolue. De nouveaux métiers également du coup sont apparus pour s'adapter à ça, tels que l'UX et l'UI design. Est-ce que tu peux nous les présenter pour avec des mots assez simples pour que tout un chacun puisse comprendre effectivement de quoi on parle aujourd'hui ? Alors je vais d'abord parler de ce qu'est la discipline qui héberge ces métiers. Donc la discipline, c'est l'ergonomie, et c'est une discipline qui a 40-50 ans, donc c'est pas neuf.
Et en fait, elle s'intéresse à faire l'adéquation entre un système et un homme. Donc un système pouvant être un système informatique, donc c'est le cas pour la partie UX. Ça peut aussi être un système, une organisation. Par exemple, dans les cas de souffrance au travail, l'ergonomie peut apporter des réflexions, des solutions. Ça peut aussi être un système physique, donc on pense à l'ergonomie pour les chaises et les tables, mais grosso modo, ça peut aussi être sur la partie d'amélioration des machines dans les usines, voilà, dans les manufactures, les gestes répétitifs pour tout ce qui est du retail, notamment pour éviter les troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire les affections qui touchent les poignets, les épaules, notamment pour les caissières. Donc ça, c'est la discipline. Après, il y a des métiers d'ergonomes. Donc les métiers qui s'exercent sur à peu près tous les champs que je viens d'évoquer, donc industrie, informatique, risques psychosociaux, etc. Pour ce qui est de l'UX, en fait, on parle de User Experience Expert. Donc c'est vraiment, on est sur l'interface présentée à l'utilisateur pour qu'elle soit la plus efficace possible dans son contexte de travail. Donc l'efficacité, elle est toujours différente en fonction du contexte. Si vous êtes en train de faire des recherches pour votre usage personnel sur un site B2B, B2C du week-end, ou si vous êtes en train de travailler pour votre entreprise à commander un certain nombre de produits, voilà, les interfaces, elles doivent être soit plaisantes, soit efficaces, soit sûres, et surtout faire qu'il y ait moins possible d'erreurs qui soient faites par l'humain. Il y a un autre pendant qui est l'UI, User Interface, qui est peut-être ce à quoi on pense le plus naturellement quand on pense à amélioration des interfaces, qui est en fait toute une partie de design, c'est-à-dire de rendre les choses jolies, plaisantes. Et ça, c'est une partie aussi du métier, mais qui est plutôt en lien avec le graphisme et avec des métiers en fait de création, tandis que l'UX c'est plutôt sur la partie sciences sociales, l'étude humaine pour proposer la meilleure adéquation entre le système et la personne. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une nécessité d'être empathique, en tout cas quand on travaille sur ces métiers-là, puisqu'il y a la nécessité de comprendre le quotidien à la fois de ses collaborateurs si on travaille sur l'expérience en interne, mais également aussi de ses clients si on fait de l'externe. Quelles sont aussi les différentes caractéristiques qu'on doit avoir pour faire ce métier-là, selon toi ? En fait, le principal intérêt de l'ergonome ou de l'UX expert, c'est de regarder ce que vit l'utilisateur, comment il le vit, que ce soit effectivement, c'est deux revers d'une médaille, que ce soit l'employé ou le client. Parce que quand ils vont en fait délivrer un service, et c'est ce qui se passe dans les points de vente physiques, il y a bien deux parties qui doivent se mettre d'accord sur un certain niveau de qualité, et donc c'est très important de conserver et de regarder les deux parties. Donc ça, c'est le rôle de l'ergonome et de l'UX, c'est de toujours penser à l'utilisateur, parce qu'en fait dans nos organisations, on a plein d'autres choses qui nous prennent l'esprit. On pense à nos KPI, on pense à nos niveaux de stock, on pense à notre chiffre d'affaires, etc. Mais on n'est pas vraiment centré sur l'humain. Et donc, tout le rôle de l'UX expert, c'est d'être cette courroie de rappel à l'humain pour lui montrer comment ça se passe dans la vraie vie, qu'est-ce que font les gens. Et donc, c'est vraiment à base d'empathie, mais aussi d'observation des situations de travail et des situations concrètes. Voilà, c'est pas des choses qui se font en laboratoire, mais vraiment sur le terrain avec les équipes et des vrais gens. Oui, du coup, tu rencontres beaucoup de monde et tu t'intéresses à beaucoup de métiers, notamment dans une multinationale où finalement il y a à la fois des produits qui sont fabriqués, mais il y a également des services qui sont développés. Donc là, c'est vrai que le champ d'action est assez large. Ouais, alors aujourd'hui, par exemple, je m'intéresse à la prise de commande de pneumatiques. Donc on est sur du retail de pneus, d'accord. Donc Feu Vert, Euromaster, voilà, qui sont des enseignes des garagistes en fait, qui vont vous réparer votre voiture. Ils ont besoin de commander des pneus à Michelin dans différents contextes d'utilisation. Et par exemple, aujourd'hui,
ce qu'on essaye de faire émerger au sein de l'organisation, c'est de comprendre qu'il y a deux contextes d'utilisation, par exemple pour la commande de pneus. Il y a un contexte où je fais ma commande pour mon réassort de stock, et un contexte où je fais ma commande parce que j'ai moi-même un client devant moi qui a besoin de pneus pour demain ou après-demain. Faire émerger le fait que cette situation de travail elle est différente et elle nécessite des écrans, des interactions, des niveaux de service différents de la part du groupe, c'est pas si facile parce que un groupe industriel en fait il connaît assez peu la manière dont les choses se passent sur le terrain, et donc tout mon travail c'est de faire remonter ces situations de travail au sein des équipes qui développent les outils et les processus pour qu'ils comprennent qu'elles sont différentes, que c'est pas les mêmes personnes qui interviennent et que les besoins sont différents dans un cas comme dans l'autre. Donc c'est un peu l'équivalent dans d'autres secteurs qu'on connaît peut-être un peu plus, l'équivalent d'une casquette de chef de projet, où finalement on a à la fois ceux qui utilisent et ceux qui fabriquent ou qui développent, et donc toi t'es le lien entre ces deux services-là, c'est ça? Moi je suis chef de projet des utilisateurs. Alors évidemment, moi je contribue sur les projets, je suis pas en charge des projets, mais j'essaye de faire entendre cette voix, parce qu'encore une fois les projets ils sont drivés par des impératifs techniques, des impératifs budgétaires, etc. Et on peut oublier, dans certains cas, qu'on a des utilisateurs et des personnes humaines qui doivent ensuite vivre avec les systèmes qu'on produit et les processus qu'on produit. Et donc c'est important d'y penser. C'est une courroie de rappel, et puis parfois ça peut être aussi une voie de simplification, parce que dans nos entreprises, parfois un peu gérées par des ingénieurs, et je le dis en toute amitié, on peut avoir des systèmes techniques extrêmement complexes et des personnes qui ne sont pas en capacité de les absorber parce que elles n'ont pas la formation pour. Voilà, je pense à mes monteurs de pneus, ou que tout simplement ils ont peut-être pas le temps qu'il leur est laissé par l'entreprise pour faire toutes les tâches qu'on voudrait qu'elles fassent. Et donc c'est bien cette adéquation qu'il faut qu'on réussisse pour réussir les projets. Et donc, on a commencé à en parler, mais c'est vrai que l'expérience utilisateur est un terme qui est assez récent, même s'il est apparu aux États-Unis dans les années 90, et il s'est popularisé ensuite au début du 21e siècle. Selon toi, est-ce que l'UX et l'UI sont complémentaires, et si oui, quels sont les liens qu'il y a entre les deux? Oui, ils sont complémentaires, mais ils interviennent pas au même moment dans les projets. Donc moi, typiquement, je commence à travailler sur l'UX, c'est-à-dire la connaissance de l'utilisateur, qui il est, quel est son contexte de travail. Je commence à faire, par exemple, du tri de contenu sur des sites internet, sur des designs, etc., des navigations. Tout ça, c'est du domaine de l'UX. Et puis arrive un moment où on est prêt, on a des designs suffisamment affinés du point de vue du contenu et de la navigation ou du design. Et là, on fait appel en fait à des compétences plus graphiques pour mettre en lumière ce qu'on veut faire. Et donc là, c'est la partie UI. Mais c'est bien un peu deux métiers complémentaires qui interviennent pas au même moment dans les projets. Et du coup, tu en as parlé effectivement tout à l'heure, et puis je pense que certains l'ont aussi compris en t'écoutant depuis le début de notre échange. Il y a différents secteurs d'activité qui sont concernés par l'utilisateur client. Il y a effectivement l'industrie que tu viens de citer comme exemple, mais tu travailles également sur des projets digitaux, donc on peut effectivement toucher à différents secteurs, même au sein même d'une même entreprise. Là, c'est un peu pour donner des clés et des idées de débouchés de carrière possibles. Derrière, quels sont les autres secteurs dans lesquels l'expérience utilisateur est assez importante? Moi, je pense que aujourd'hui, ces 2 dernières années, il y a beaucoup de mouvements sur le marché. Je parle de marché de l'emploi autour de l'UX, parce que effectivement, les SS2I, les consultants informatiques qui faisaient des logiciels se sont rendus compte que ça devenait important de s'intéresser à l'expérience utilisateur, qu'elle soit client dans les domaines digitaux ou même employé. Voilà, donc c'est des nouvelles compétences qu'ils cherchent à acquérir et à faire intervenir dans leurs organisations. Donc ça, c'est un marché assez dynamique pour tout ce qui est autour de l'informatique. Après, dans le domaine plus général du conseil, puisqu'on est souvent dans les postures de conseil, les ergonomes, ils peuvent aussi intervenir dans des domaines assez différents. L'aménagement de l'espace, par exemple, l'aménagement spatial, donc sur la conception d'une crèche, sur la conception peut-être d'un centre commercial, voilà, pour faire en fait que on connaît tous certains centres commerciaux qui sont absolument déshumanisés, où on n'a pas pensé la place de la personne.
où on a des longs couloirs marbrés, mais dans lesquels on se sent un peu comme sur une planète étrangère. Et ben typiquement ça peut faire partie d'éléments qui sont pris en charge par des ergonomes dans ces types de projets architecturaux. Après, il y a aussi d'autres domaines, comme le domaine des risques psychosociaux, mais là, on est vraiment plutôt sur des profils autour de la psychologie, c'est-à-dire l'amélioration des organisations. Et puis, il y a des domaines autour de l'industrie qui sont sur les troubles musculo-squelettiques, etc. Donc, il peut vous arriver de devoir faire appel à des ergonomes, par exemple, quand vous avez beaucoup de maladies professionnelles autour de certains gestes répétitifs. Donc, pour essayer de comprendre pourquoi ces gestes sont répétitifs et est-ce qu'on peut pas redonner des marges de manœuvre en fait à la personne qui exécute ces gestes, parce qu'en fait tout vient du fait que les cadences sont de plus en plus strictes pour les opérateurs, pour les personnes qui sont physiquement en charge de bouger des produits, charger des camions, etc. Et donc il faut laisser à l'homme cette capacité de retrouver des marges de manœuvre, de gérer son planning, de baisser ses cadences, de changer de geste de temps en temps pour améliorer les conditions de travail de ces personnes. Donc là, finalement, on a moins une vision court-termiste et de rentabilité, mais plutôt de qualité et de moyen-long terme. Vraiment, il y a une grande proximité entre les métiers d'ergonomie et du X et de développement durable, parce que on est sur la préservation de la ressource humaine, sur le fait de pouvoir tenir tout simplement un emploi toute la vie. Sans s'abîmer, sans devenir travailleur handicapé, donc on a vous voyez, c'est un spectre assez large entre la partie marketing client jusqu'à la préservation de la santé et le développement humain en fait. Et c'est vrai qu'il y a un terme, moi, qui me vient à l'esprit en échangeant avec toi, c'est effectivement le terme de slasher, où finalement, de plus en plus de personnes, et c'est vrai que c'était le cas pour les générations un peu plus expérimentées aujourd'hui, mais également pour les nouvelles générations, où certains aiment effectivement faire différentes choses déjà au sein d'une même entreprise, ou alors même au sein de plusieurs. Et là, c'est vrai que l'ergonomie et le fait de travailler sur l'expérience utilisateur, permet un peu cela. C'est ce que tu ressens toi au quotidien? Oui, c'est assez varié parce que moi j'interviens sur plusieurs projets, donc je dois à chaque fois m'adapter à des contextes c'est pas moi qui déroule mon consulting de manière très très cadrée. Il faut que je m'adapte à chaque fois à la maturité du projet, où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il comprend de ce que je peux lui apporter. Donc ça c'est une phase très importante. Et donc c'est assez varié du point de vue des champs possibles d'intervention. Voilà. Après, c'est aussi un métier dans lequel on prend beaucoup de coups. C'est-à-dire que on n'est pas toujours écouté, la vie n'est pas toujours rose. Il faut quand même un certain degré de résilience et croire vraiment à son objet pour pas se décourager parce que les chefs de projet vous écoutent pas, parce que les plannings, les budgets vont être réduits, etc. Donc il faut aussi savoir rebondir après les échecs et comprendre dans les organisations ce qui va vous aider. Au-delà de l'aspect expertise, il faut être quand même très très agile pour la compréhension des enjeux et se mettre dans les bons enjeux pour faire évoluer nos histoires. Donc comme tu l'as dit tout à l'heure, à un moment de ta carrière, tu as souhaité te former à l'université de la Sorbonne sur le sujet. Quels sont selon toi les principaux enjeux vis-à-vis de ces nouveaux métiers comme l'UX, notamment en termes de formation? Alors pour moi, c'est la revanche des sciences sociales. Voilà. Moi, c'est rigolo, je suis issu d'une famille d'ingénieurs et déjà j'ai fait commerce, c'était un peu douteux. C'était déjà pas très très, mais bon. En fait, je me suis rendu compte, je pensais avoir eu dans ma formation une ouverture assez grande. En fait, les écoles de commerce sont plutôt dans le domaine de l'ingénieur, je dirais dans leur manière de former les gens que dans le domaine des sciences sociales. Et en arrivant en master, c'est effectivement j'ai découvert le monde des psychologues du travail, de la sociologie, etc. Ce qui était un monde complètement nouveau, dans lequel rien n'est noir ou blanc, et en fait on est vraiment plutôt dans les zones de gris. Et c'était pas très facile pour moi d'appréhender ça, parce qu'il faut déconstruire tout un tas de choses que j'avais construites. Mais je pense que c'est vraiment ce dont l'entreprise a besoin demain, parce que dans des mondes incertains et très changeants,
ces matières-là, du moins ces domaines-là, ont pour moi une longueur d'avance dans leur compréhension de ce qu'est la complexité. Voilà. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les domaines plus liés même à l'ingénierie, c'est sûr, et même au commerce. Voilà, il y a des notions de gris qui sont importantes à saisir, et je pense que demain on aura de plus en plus besoin dans les entreprises de gens qui sont sur ces domaines-là. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, ces savoirs que tu as acquis, tu as envie de les transmettre. Qu'est-ce qui t'a incité, entre guillemets, à partager tes connaissances aux étudiants de la filière retail de l'école ? C'est parce que ça m'amuse. Voilà, j'avais envie de diversifier. Voilà, je suis dans une période de ma vie où j'ai envie de faire des choses qui m'amusent, et donc là, en l'occurrence, ça m'intéressait de pouvoir leur parler de ce qu'est l'UX, de démystifier un peu ça, et on n'est pas du tout sur des cours qui amènent de l'expertise, mais plutôt une sensibilisation. Et puis il y a une autre chose qui m'intéressait, c'était de savoir si j'arriverais pédagogiquement aussi à tenir une classe, et voilà, parce que j'avais besoin de travailler sur la pédagogie. Quand on est sur des métiers comme l'UX, on a besoin de pédagogie. Voilà, moi je fais souvent des formations auprès des équipes projets, etc. C'est pas du tout un domaine que je connaissais avant. Je suis loin d'être experte, et je pense que c'est un domaine à part entière, notamment face à l'évolution, les nouvelles manières d'apprendre, etc. Mais j'essaye de me conforter en me disant j'arrive à quand même faire passer un niveau de sensibilisation sur le sujet et à intéresser un auditoire autour de ces trucs-là. Et du coup, c'est vrai qu'on parle beaucoup de learning by doing actuellement. Comment est-ce que tu le vois et tu souhaites le mettre en place à travers tes différentes interventions ? Alors j'ai beaucoup de chance, c'est que le sujet de l'ergonomie, en fait, il est tellement sur ces sujets-là. Enfin, il a jamais été dans des cours magistraux, donc il y a plein d'ateliers réalisables sur cette matière. À chaque fois que je prépare mes cours, je me dis mais comment je ferais si j'étais professeur de droit, où c'est quand même beaucoup plus difficile de faire du learning by doing. Là, on est vraiment sur des cas concrets, voilà, de design de site web. On peut travailler sur des données, voilà. Donc il y a plein de choses à faire qui sont très faciles dans le domaine où j'exerce. Et si on prend du coup un peu plus de recul, quels sont selon toi les défis d'avenir de la filière retail, mais également d'une multinationale comme Michelin par exemple ? Sur la filière retail, je reviens à ce que je disais au début, c'est-à-dire commencer à s'intéresser à l'expérience employée comme étant vecteur de qualité et vecteur de valeur, en fait, pour l'exécution du service au sein des magasins. Je pense il faut que les entreprises réalisent que une personne qui a pas les bons horaires, qui est fatiguée, qui a trop de travail, qui n'a pas une seconde, ne peut pas rendre un service de qualité à un client. Et donc c'est vraiment sur ce versant-là que moi je vois l'avenir. C'est aussi lié à la sécurité des employés, et dans ce contexte de crise, c'est très important d'y penser. Donc je pense que ça va vraiment être sur la filière retail, cette prise de conscience au fur et à mesure que travailler l'expérience client sans travailler l'expérience employé, ça n'a pas beaucoup de sens en fait. Ou du moins c'est des visions de cabinets parisiens qui sont pas au contact du terrain. Et moi j'ai d'exemples très concrets de choses qu'on met en place par exemple dans les garages, où on met Michelin met à disposition de superbes outils digitaux, des tablettes pour rechercher vos catalogues pneus, voilà, sur une tablette digitale, sauf que l'employé qui est derrière la banque n'a jamais le temps évidemment d'ouvrir, elle a 2 minutes pour vous faire l'article, et il faut dans ces 2 minutes qu'elle trouve un rendez-vous, le stock et un rendez-vous qui vous convienne, voilà. Donc autrement dit, l'argument produit il passe à l'as, quoi. Et donc elle a vraiment pas le temps d'aller consulter une tablette à part pour vous faire l'article sur votre pneu. Mais à un moment donné, dans l'organisation, il s'est trouvé que quelqu'un a eu l'idée de faire ça, mais il a eu l'idée parce qu'en fait, il ne connaissait pas la situation de travail, et donc il ne comprenait pas que ce truc-là n'était pas du tout adapté à la situation de vente.
Et donc c'est pour répondre aussi à ces enjeux-là qu'il y a une nécessité forcément de former les collaborateurs d'aujourd'hui mais aussi de demain. Pour toi, quel est le lien justement et le point d'intérêt de l'aborder dans des écoles de management ou de commerce, toi qui en as vu précédemment dans ton parcours et puis qui t'es également formé sur le sujet de l'ergonomie? Moi, si demain ça pouvait faire écho à des parcours professionnels dans ce domaine-là, je pense que ce serait vraiment intéressant parce que avoir cette compétence un peu de compréhension du marché, de ce que sont les business models, mais ne pas oublier la dimension humaine, en fait, c'est ça qui nous manque. Et on peut pas, quand on intervient sur de l'UX, on peut pas ignorer les conjonctures économiques, on peut pas ignorer les problèmes de budget, on peut pas ignorer les problèmes techniques, et donc être à la lisière de cette compréhension, mais aussi de garder en esprit l'humain, c'est vraiment intéressant. Et je pense que c'est pour les personnes qui le souhaitent, ce sont des compétences complémentaires en tout cas. Et du coup, c'est vrai qu'on a fait assez rapidement le tour du sujet. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter qu'on aurait éventuellement pas abordé au cours de cet échange, Domitille ? Non, moi je serais ravie de revoir les étudiants, j'espère en physique à la rentrée, pour pouvoir rediscuter de ces sujets-là, travailler en groupe et puis simplement s'amuser aussi, parce que c'est des sujets qui sont plutôt marrants. En tout cas qui sont toujours étonnants quand on va sur le terrain, quand on regarde avec des yeux un peu neufs, on voit des choses très amusantes et l'humain est toujours passionnant et on s'en ennuie jamais. Très bien, merci en tout cas pour cet échange et le temps accordé, Domitille, et puis effectivement au plaisir de pouvoir échanger de nouveau sur ces sujets ou d'autres. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Voilà. Cet épisode est terminé. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'à sa fin. J'espère qu'il t'aura éclairé et donné envie d'en savoir plus avec les prochains enregistrements. Ceux-ci apporteront d'autres regards sur d'autres sujets porteurs de sens. Si le cœur t'en dit, tu peux aider à faire connaître SenseMakers en t'abonnant et en donnant une note au podcast sur ta plateforme d'écoute, mais aussi en le partageant autour de toi et sur les réseaux sociaux. Bonne journée, bonne semaine et à très bientôt.